Je vais te dire d'entrée de jeu que la modification des habitudes de vie qui a le plus d'impact sur mes maladies douloureuses, c'est clairement l'alimentation. L'intestin, le microbiote intestinal, toute la capacité à bien digérer, à sécréter des sucs digestifs, à avoir une bonne motilité de l'intestin. Puis l'équilibre du microbiote est impacté par pas seulement l'alimentation, mais la qualité du sommeil, la quantité de sommeil qu'on s'accorde. Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr. Alexandra Albert, qui est rhumatologue et pionnière avec son approche intégrative. Elle nous parle non seulement de l'impact des habitudes de vie, de l'intestin, de l'alimentation et du stress sur une panoplie de conditions fréquemment rencontrées en clinique, telles que les douleurs chroniques, la fibromyalgie, l'inflammation, l'arthrite et plus encore. Bonne écoute. Bienvenue à Max Wellness. Je suis aujourd'hui avec Dr. Alexandra Albert, rhumatologue. Je suis honoré de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis super content. En fait, là, tu es en direct du Massif de Charlevoix pour nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait un petit trou dans ton horaire. Là. Je suis plein de gratitude pour ça. J'ai hâte qu'on puisse justement jaser de ce que tu fais au quotidien. En fait, on s'est rencontrés là, il y a déjà un petit peu plus d'un an de ça dans un congrès de santé intégrative et récemment, cet automne, tu donnais même une conférence qui m'a vraiment allumé. Là. Je trouvais ça rafraîchissant sur le lien entre l'alimentation, l'intestin et les douleurs articulaires. Comme rhumatologue, j'ai trouvé ça fascinant de t'entendre parler. J'étais comme « wow! Il y a des gens au Québec qui considèrent tout ça et qui vont l'implémenter un peu dans leur pratique clinique. Donc, j'étais super excité de t'inviter à jaser de ça sur mon podcast. Donc, merci et bienvenue. Hey, avec plaisir, Maxime. C'est un honneur pour moi aussi. J'avoue que l'opportunité que tu me donnes, c'est apprécié parce que c'est vrai que je pense qu'en médecine, pure et dure, surtout venant d'un spécialiste, on n'en parle pas assez des approches fonctionnelles. On en parle, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi qui ont des approches intégratives ou, disons, on peut appeler ça aussi de médecine fonctionnelle. Fait que c'est une belle opportunité, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation-là, Maxime. Ben, je suis très content, le plaisir partagé. Puis écoute, notre but aujourd'hui ensemble, l'intention derrière cet épisode-là, c'est vraiment de partager aux gens un petit peu qu'est-ce qui se fait avec une approche intégrative, justement, dans ton domaine en termes de rhumatologie. Puis tout d'abord, justement, se fait pour les gens qui sont pas familiers avec c'est quoi un rhumatologue, qu'est-ce que ça fait au quotidien. J'aimerais juste une brève définition un petit peu de la rhumatologie, ton domaine, mais aussi ça ressemble à quoi justement ton quotidien en pratique de tous les jours. Ben, tout d'abord, j'ai été formée dans une approche complètement classique, standard de médecine. Je suis une rhumatologue qui fait de la rhumatologie générale, mais j'ai une surspécialisation en maladies auto-immunes plus rares qu'on appelle les connectivites. Là-dedans, il y a des gens qui écoutent peut-être qui connaissent ça, là, le lupus érythémateux disséminé, le syndrome de Sjögren, la sclérodermie, les myosites inflammatoires, les atteintes pulmonaires associées. Mais un rhumatologue, en général, la pratique qu'on a, notre pain et notre beurre, c'est les maladies inflammatoires qui créent des douleurs articulaires. Et puis les gens savent pas, mais il y a une centaine de maladies qui peuvent donner des douleurs et de l'inflammation articulaire. La particularité de ces maladies-là, c'est qu'elles ne touchent pas nécessairement que les jointures, ça peut toucher d'autres organes, les poumons, le tube digestif, les reins, les muscles, les glandes salivaires. Ça peut toucher à peu près tous les organes. Mais pourquoi on appelle ça un rhumatologue? Ben, c'est à cause du mot rhumatisme, où ces maladies-là ont une tendance à donner des douleurs articulaires. Et ça, ce que je viens de te décrire là, c'est le chapitre des grandes maladies inflammatoires qu'on peut aussi appeler auto-immunes. Auto-immune, ça, je fais référence au dérèglement du système immunitaire qui développe une aberration à un moment donné en vieillissant. Cette aberration-là, plutôt que
se contenter de détruire les virus, les bactéries, les champignons, les micro-organismes. Le système immunitaire peut avoir une composante qui se met à attaquer ses propres jointures ou ses propres tissus, propres organes, d'où le terme auto-immun. Et puis ça crée de l'inflammation. Donc, c'est pour ça que les gens voient le mot inflammation derrière tout ça. Mais si je peux me permettre de compléter, un rhumatologue aussi, ça traite pas juste les maladies inflammatoires auto-immunes, mais dans les conditions qu'on a dans nos bureaux, les gens qui ont des douleurs articulaires ou des douleurs tout court, ce sont pas toujours des conditions inflammatoires ni auto-immunes. Hein? Ça peut découler de l'usure, des blessures. Tu sais, quand on parle du mot arthrose, on fait plus référence aux jointures qui se désintègrent ou qui se dégénèrent plus rapidement que prévu. Donc ça, forcément, on en a, hein, de ces conditions-là dans nos bureaux, bien qu'on n'a pas l'ambition de vouloir traiter l'usure de tout le monde parce que tout le monde finit par développer de l'usure et de l'arthrose avec le temps. Parfois aussi, on peut avoir des gens qui sont atteints de syndromes douloureux qui sont ni de l'inflammation, ni de l'usure. Je vais nommer, par exemple, fibromyalgie, qui est une condition douloureuse, un peu diffuse, un peu mal circonscrite. Les gens vont se mettre à ressentir de la douleur, non seulement, pas juste dans les jointures, mais la peau, les muscles, la pression. Les gens vont être fatigués, vont avoir un manque de tolérance à l'effort, peu d'énergie, un brouillard mental. Ça, c'est plus difficile à cerner. Puis souvent, les tests de laboratoire n'arrivent pas à mettre en évidence d'anomalies, mais la science est en train tranquillement de mieux comprendre ce qui se passe derrière le phénomène de la fibromyalgie. Fait que le quotidien d'un rhumatologue, c'est ça, hein, c'est des syndromes douloureux qui arrivent dans la clinique. Puis notre job à nous, c'est de départager c'est quoi? C'est-tu inflammatoire, auto-immun, c'est-tu l'usure? Et ça demande la connaissance de au moins une centaine de maladies différentes. Là. Fait que c'est très varié, hein, la rhumato. On s'ennuie pas du tout. Et puis, c'est comme un puits sans fond. Là. Tu as l'impression d'avoir vidé ta liste d'attente puis elle se remplit au fur et à mesure. Donc, on manque pas d'ouvrage dans mon domaine. Ça, j'en doute pas. Je pense qu'il y a même justement un record là, de volets de maladies inflammatoires là, au 21e siècle. Fait que c'est certain que vous ne devez pas vous ennuyer. Puis aussi, à ce stade-là, les patients, au stade où ils viennent vous consulter, là, c'est qu'ils sont rendus, si je me trompe peut-être, mais ils sont rendus vraiment dans une des manifestations cliniques importantes, là, j'imagine. Peut-être que je dirais que c'est peut-être par manque de ressources, par manque de rhumatologues. Pour te nommer en chiffres, on est 150 rhumatologues au Québec, on est 8 millions et simplement la prévalence de l'arthrite rhumatoïde, juste cette maladie-là, c'est environ 1 à 4 %. C'est la même chose pour la fibromyalgie. Hein? La fibromyalgie, c'est 1 à 4 %, dépendamment si on prend la prévalence chez les hommes, chez les femmes, quel groupe d'âge. L'arthrose, ça, c'est presque virtuellement tout le monde en vieillissant. Est-ce que c'est normal de faire de l'arthrose? Non, mais avec les surplus de poids, la mauvaise alimentation, le manque de certains nutriments, je pense que les gens sont plus prônes à développer aujourd'hui, en 2023, de l'arthrose. Fait que calcule ça vite, là, 1 % de la population, c'est 80 000 patients juste pour l'arthrite rhumatoïde, 80 000 pour la fibromyalgie. On est juste 150 rhumatologues au Québec. Donc, forcément, il faut que la première ligne soit à l'avant, proactif à au moins suspecter ces maladies-là pour nous les référer ensuite, puis nous les référer de la bonne manière, je dirais. Avec les bonnes informations. Peut-être que, comme tu viens de le dire, des fois, on peut les avoir un peu sur le tard, puis effectivement, on aimerait les avoir un peu plus précocement parce que c'est plus facile de renverser certaines maladies quand elles sont prises au début. Effectivement. Puis tu sais, ce que je suis curieux de savoir, en fait, là, justement, tu nous as fait une belle présentation au Congrès de la santé intégrative. On était une panoplie de professionnels de la santé de plusieurs domaines, là, dont plusieurs médecins, dont toi, mais dans plusieurs, justement, spécialisations ou champs de pratique. Puis tu nous as fait une super présentation, c'était super intéressant sur, justement, le lien entre les douleurs en rhumato et le volet, justement, si on s'attardait à notre
assiette/intestin. Et sans tomber dans toute la théorie derrière ça, c'était une super belle présentation, soit dit en passant, référencée, et tu nous Merci. mettais plein de beaux cas cliniques aussi, ce que je trouvais Oui. fascinant. Puis je voulais savoir par rapport à justement, classiquement, comme rhumatologue, les outils cliniques que vous avez et qu'est-ce qui a fait que justement tu as peut-être ajouté ces cordes-là à ton arc ou ces outils-là à ton coffre à outils et quelles en ont été les répercussions justement dans ton quotidien? Qu'est-ce qui t'a amené à faire wow, OK, il y a quelque chose là, puis j'ai le goût de Mm. continuer à pousser là-dedans. Ouais, comme on discutait hors ligne tout à l'heure, ça fait une dizaine d'années que je pratique la rhumatologie. Si on rajoute les années de formation, c'est 12-13 ans que j'évolue en rhumatologie. Je dirais que depuis le début de ma pratique, on se rend compte qu'on manque d'outils peut-être parce que nous, on est formés dans l'approche médicamenteuse. Hein? Et tout ce qui vient autour là, de prise en charge en physiothérapie, en ergo, les orthèses, la réadaptation, tout ça, c'est une fois que le problème est installé, puis que la médication répond pas à tous les besoins, ça renverse pas tous les symptômes. Souvent, la médication aussi fera pas un effet à 100%, mais un effet à 70%, un effet à 50%, ça sera pas la bonne, il va y avoir des effets secondaires, on va être obligé de l'arrêter, il va y avoir une perte d'efficacité. C'est pas une sinécure. La médication, bien qu'aujourd'hui, Maxime, en 2023, il y a des situations où ça fait presque des miracles. Sérieusement, là, on est capable vraiment de mettre les gens en rémission. Rien de moins. Est-ce qu'on les guérit? Non. Mais on est capable, avec une médication soutenue, de les amener à avoir une vie normale. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Non. Est-ce que tout le monde le tolère bien? Non plus. À cause de ces limitations-là dans la médication, nous autres, comme rhumatologues, des fois, on se sent un peu démunis. Hein? Il y a des patients qui nous ont challengés, qui ont tout essayé, il n'y a rien qui... Il vient un temps où on aimerait avoir des outils supplémentaires. Alors, dans le décours de ma pratique, avec mon âme de Mère Teresa, je suis toujours à la recherche d'outils supplémentaires. Et puis, pour te faire une histoire courte, là, de fil en aiguille, autant par les patients qui m'ont dit eux-mêmes, écoutez, docteur, j'ai consulté un tel professionnel de la santé, j'ai enlevé telle affaire dans mon alimentation, puis savez-vous quoi? Ça va mieux. Vraiment. Et puis là, quand on est le moindrement à l'écoute, puis qu'on veut prendre le temps, qu'on les écoute en clinique, on se dit, ben ouais, il y a vraiment quelque chose là. Mais j'étais déjà au courant, hein, moi, avant de faire de la médecine, je faisais la science fondamentale, hein, j'étais en laboratoire, puis j'étais déjà intéressée à des modifications du système digestif alimentaire, le microbiote, tout ça, là, j'étais déjà un peu au courant là, des approches de Dr Seignalé, Jacqueline Lagacé. C'est des choses sur lesquelles j'avais déjà lu par intérêt connexe, je dirais. Et puis là, ben, tu sais, moi, ça faisait du sens en clinique ce que les patients me disaient. Puis j'ai une formation pour comprendre les bactéries, le microbiote dans l'intestin, le système immunitaire aussi, comment il agit à l'intestin, c'est quoi son interaction avec le microbiote. Tout ça, pour moi, c'était comme si ça connectait les points. Tuc, tuc. Et avec le temps, ben j'ai appris aussi qu'il y avait des formations. C'était pas tout de lire des articles, des études, mais il y a des gens que ça fait 30 ans aux États-Unis qui ont déjà élaboré ces approches-là qu'on appelle de médecine fonctionnelle, des changements des habitudes de vie. Et puis, ben, je dis, ben, pourquoi je ferais pas des formations là-dedans? Ça me ferait donc bien un outil complémentaire pour aider à accompagner mes patients. Justement, là, tu sais, les patients chez qui la médication fait pas des miracles, qui ont tout essayé, ils ont trop d'effets secondaires, ou même des conditions pour lesquelles il n'y en a pas de médicaments disponibles. Exemple, la fibromyalgie, l'arthrose. Des bons médicaments pour ces conditions-là, ça existe pas vraiment. On est juste dans le soulagement. Je dis, ben, je vais aller prendre des formations aux États-Unis. Fait que finalement, j'en ai fait plusieurs. On n'est pas fait qu'une seule. J'en ai fait quelques-unes, voire plusieurs, pour m'aider à mettre les idées au clair, les notions, comment j'approche ça dans ma clinique, parce qu'honnêtement, au Québec, il n'y a pas personne qui pouvait me
faire une formation comme ça. J'étais un peu une pionnière en rhumatologie. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres rhumatologues ou d'autres spécialistes connexes à ma spécialité qui font ces approches-là. Fait que oui, Maxime, j'ai commencé il y a 7 ans à faire, moi j'appelle ça de l'alimentation thérapeutique ou de la nutrition thérapeutique, parce qu'on va s'entendre que par rapport à une alimentation équilibrée de type le guide alimentaire canadien, de type alimentation méditerranéenne, qui est un excellent point de départ, surtout si on compare par rapport à l'alimentation nord-américaine standard. Quand quelqu'un décide de faire une diète méditerranéenne, il peut très bien y avoir des bénéfices. Surtout, plus on part de loin, plus on peut avoir des bénéfices à aller vers une diète méditerranéenne. Mais quand je réfère au terme alimentation thérapeutique ou nutrition thérapeutique, c'est qu'on va pousser davantage. On va partir du noyau de la diète méditerranéenne, puis on va faire des éliminations ou des personnalisations supplémentaires pour aller chercher davantage d'efficacité thérapeutique. C'est un peu ça que je suis allée apprendre aux États-Unis, puis avec depuis 7 ans, je lis beaucoup là-dessus, je lis les nouvelles études, puis j'ai commencé à comprendre les grandes lignes globales de comment j'approche mes patients, puis pour qui j'utilise telle approche, pour quelles conditions, comment je la personnalise. C'est une longue réponse à ta question. Mais c'est une introduction à comment j'en suis arrivée aujourd'hui à faire ça dans ma pratique. Et puis, je suis un peu comme une pionnière, là. Je peux pas dire que c'est quelque chose qui est mainstream. Hein? Ça serait quoi le bon terme en français, mainstream? Écoute, c'est une très bonne question. Je prends une gorgée en attendant. Non, c'est ça. Mais qui est répandu, on va dire ça comme ça, ou qui est comme la façon... standard, on va dire ça comme ça. Mais puis effectivement, tu sais, moi, je te vois comme ça, comme une pionnière, et c'est ça qui m'a un peu impressionné en te rencontrant au départ, là, un petit peu plus d'1 an de ça, puis j'ai dit waouh, c'est vraiment rafraîchissant de voir justement un rhumatologue au Québec avoir ce discours-là, parce que comme tu le dis, ça se fait depuis des années, autant moi comme chiropraticien dans ma pratique, avec justement certaines formations un petit peu autant en médecine fonctionnelle que différentes autres approches, c'est quelque chose que je vois au quotidien, je veux pas des douleurs articulaires chroniques. Écoute, oui. Puis il y a toujours ce volet-là. Exactement. Puis les douleurs qui sont pas articulaires, mais qui donnent l'impression d'arthrite aussi. Hein. Exactement. Puis toi, tu les vois souvent dans un volet de manifestation clinique et le volet auto-immune, inflammatoire et tout. Moi, sans nécessairement être dans le spectre médical, mais les manifestations sous-cliniques ou avant que ça devienne justement très avancé et où les manifestations de douleurs articulaires, ben c'est comme chiropraticien, moi aussi, c'est mon bread and butter, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais à partir de là, souvent, dans la chronicité de la chose, j'ai pas eu le choix avec le temps, du moins par ma curiosité intellectuelle, un peu comme tu dis, d'aller voir, OK, plus loin, de où est-ce que ça peut venir et comment on peut aider ça de façon un petit peu plus à là où les sources. Puis ce qu'on se rendait compte souvent aussi, c'est qu'en adressant là où les sources, ben on aidait une panoplie d'autres facettes. Puis c'est ça que j'ai trouvé fascinant aussi là, dans la présentation, c'est qu'en adressant les sources d'inflammation, d'auto-immunité ou de douleur, ben souvent la personne est comme hey, j'ai plus vraiment de douleur, mais hey, ma digestion va beaucoup mieux. Hey, mon transit intestinal, hey, mon sommeil va mieux. Hey, mon humeur est beaucoup plus stable. 3 petits points, tu sais. Plus c'est ça d'énergie. qui devient exact. Moins de maux de tête, des selles à tous les jours, des gens qui avaient de l'eczéma qui en ont plus ou qui en ont moins, la peau s'améliore, moins d'acné, les effets collatéraux, c'est plus des dommages, c'est des bénéfices collatéraux. Ben oui. Puis c'est peut-être là, je sais pas toi Maxime, mais qu'on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'intestin, hein. C'est pas que la douleur, pas que l'inflammation. Il y a beaucoup d'autres symptômes qui peuvent être nourris par un débalancement au niveau de l'intestin. Exactement, et une panoplie de facteurs qui viennent affecter le fameux intestin. C'est là que ça devient même intéressant pour un clinicien de faire comme, écoute, moi je le dis tout le temps, c'est comme faire des sudoku au quotidien, puis oui, il y a des patterns qui reviennent, mais chacun est unique, tu sais. Puis c'est ça qui, pour moi, garde ça le fun, tu sais, c'est comme, OK, parfait, voici tel pattern, OK, vous avez essayé telle chose, OK, mais voici où ce que je pense que ça pourrait... Puis tu sais, on s'entend, c'est un processus, c'est pas comme, moi, une visite, tout est réglé,
santé. Je suis certain que c'est la même chose de ton côté. Puis, tu l'as bien dit, tu sais, la médication a sa place et je pense que c'est un gros outil que vous avez qui est super, qui a une grande valeur. Mais quand on adresse avec la médication et tous les autres facteurs et les sources, non seulement le symptôme ou les symptômes que le patient expérimente, mais une panoplie d'autres qui peut-être n'étaient pas les raisons premières de consultation, mais vont s'améliorer et vont améliorer grandement leur qualité de vie. Et c'est là que ça devient un peu stimulant aussi pour tous. C'est un win-win. C'est stimulant pour le praticien, le clinicien, mais aussi de voir que la qualité de vie du patient est rehaussée. Je rajouterais à ça aussi, j'ai trouvé un avantage aussi, même si on garde la médication, le fait de changer les habitudes de vie autour et principalement l'alimentation, je me rends compte des fois que la médication fonctionne mieux après. Aussi. Je me rends compte que la médication va être peut-être même mieux tolérée. On se rend compte aussi que ce que la médication n'a pas réussi à améliorer, parce que, par exemple, je peux mettre en rémission une arthrite, mais il va rester un brouillard intellectuel, il peut rester des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Fait que, comme on l'a dit, le fait de changer les habitudes de vie et l'alimentation va améliorer les autres aspects autour que la médication, qui va avoir une action très ciblée, ne fera pas. Donc, les bénéfices peuvent être ailleurs, effectivement, et même collaborer au traitement. Et éventuellement, des fois, on peut même baisser la dose de certains médicaments. Tu connais la cortisone, hein, qui est une médication qui a beaucoup d'effets secondaires au long cours, puis on veut toujours s'en débarrasser de celle-là. Des fois, quand je l'ai en association avec un médicament, puis que je fais le changement alimentaire, je coupe les glucides, par exemple, c'est le genre d'intervention qui pourrait me permettre de baisser la cortisone et voire même de l'éliminer au complet pour minimiser l'impact des effets secondaires au long cours. Donc, oui, j'aime bien ta façon de voir les choses. C'est ce que je valide ce que tu penses, parce que je le vois aussi en clinique, comment on peut améliorer le reste. Je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis là par rapport au volet des effets secondaires de la médication. Tu sais, ils ont leur place, comme on a dit, mais c'est que des fois, certaines médications ont des effets secondaires, surtout au long cours avec le temps. Puis là, on se ramasse souvent à soit avoir des nouveaux symptômes ou prendre une autre médication pour gérer les effets secondaires chroniques d'une autre médication. Ouais. Exactement. C'est toujours le patient qui est gagnant. Ouais. Quand on nourrit bien le foie, puis que le foie est meilleur à faire une détox et à digérer la médication parce qu'on a changé l'alimentation et le microbiote intestinal, le foie, lui, se trouve à avoir moins de travail à faire et à avoir plus les nutriments pour créer la digestion de la médication. Fait que là, tout à coup, le médicament est mieux toléré. Fait que c'est fabuleux. Moi, je trouve ça vraiment, c'est ça, évidemment intéressant. Je baigne là-dedans aussi depuis, plusieurs années, mais je trouve ça le fun que justement, que c'est pas mainstream, mais que ce qu'on observe, moi, je suis plus un clinicien qu'un chercheur, on va dire ça comme ça, mais ce que j'observe, je vais parler pour moi, mais en clinique depuis des années, bientôt 12 ans en pratique maintenant, et même avant, à l'université et compagnie, ce qui commence à être de plus en plus accepté, adopté, je dirais aussi, mais aussi mieux compris par justement la recherche, la science qui est en constant développement là-dessus. Mais je trouve ça ô combien le fun de voir certaines choses et certaines autres choses que c'est comme c'était pas tout à fait comme on le comprenait d'une certaine façon, mais finalement, c'est pas tout à fait ça qui se passait, même si on voyait des changements. Fait que ça, c'est vraiment cool de voir ça. Puis moi, évidemment, ça m'anime là, par rapport à ça. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui sont pas nécessairement familiers avec tous ces concepts-là, mais de façon relativement simple, est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu sur le volet de la douleur chronique, le lien entre la douleur chronique et l'inflammation? Comment ça vient un jouer sur l'autre, par exemple avec l'alimentation et ou le microbiote? Je suis conscient que c'est un gros rabbit hole là, ou une boîte de Pandore qu'on peut ouvrir et qu'on pourrait faire plusieurs heures juste là-dessus. Mais si on avait un petit peu à juste de façon relativement concise, expliquer ce lien-là là, pour les gens, je dirais même les gens à la maison qui nous écoutent avec des douleurs chroniques ou
condition rhumatologique quelconque. Bon, c'est pas de l'avis médical, on fait juste, bon, informatif. Parlez-en à votre professionnel de la santé qui vous suit, évidemment, là, si vous avez des questions là-dessus, mais aussi pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement à l'affût, qui ont entendu parler un petit peu, mais qui sont fait élaborer un petit peu sur ces liens-là entre la douleur chronique, inflammation, alimentation. Là. J'aurais pas été capable de te répondre aussi clairement il y a 7 ans qu'aujourd'hui. Évidemment, c'est à force de jongler avec ces notions-là qu'on est capable d'avoir les idées plus claires. Fait qu'aujourd'hui, avec du recul, je vois ça sous 2 grands axes, 2 grands volets. Le premier volet de qu'est-ce qui alimente, crée, entretient des douleurs, je dirais que c'est le volet métabolique. À quoi je fais référence quand je parle de volet métabolique? Je fais référence à tout ce qui une mauvaise santé métabolique qui, je vais dire plusieurs termes, plusieurs expressions que je mets dans la même boîte. Le diabète, la résistance à l'insuline, l'intolérance au glucose, l'obésité, le surplus de poids. Tout cet axe-là, ces gens-là qui n'ont pas une bonne santé métabolique, donc qui sont obèses, prédiabétiques, diabète, ceux-là ont plus de douleurs. Et puis Maxime, c'est pas juste à cause du surplus de poids sur les jointures, parce qu'ils vont avoir plus de douleurs tout court, même aux mains. Les gens ne marchent pas sur les mains, même au cou, aux épaules, à tout ce qui est tendon. Donc, même en dehors du surplus de poids sur les jointures, parce qu'on sait que chaque livre de graisse supplémentaire, c'est 4 livres de pression par pouce carré sur un genou. Donc, certainement que le surplus de poids contribue à augmenter la douleur ou même accélérer l'arthrose. Fait que tout le volet, si j'ai pas une bonne santé métabolique, je vais probablement souffrir plus de douleur, en général, peu importe la douleur, OK? Que ce soit de l'arthrite rhumatoïde, de l'arthrose ou de la fibromyalgie, ces gens-là ont plus de douleur. Et sais-tu quoi? En plus, ils sont plus difficiles à traiter. Ils vont répondre moins bien à la médication. Et il y a tout le volet, l'autre grande branche, l'autre grand chapitre, c'est via la santé intestinale. Donc, ces gens-là vont avoir plus de douleur, mais plus de douleur à cause d'un intestin qui est trop stimulé par des mauvaises bactéries qui se sont alimentées des mauvais aliments, mais aussi parce que l'intestin, en ayant des mauvaises bactéries, en ayant des aliments irritants pour l'intestin, en prenant de l'alcool, et je dirais même certains médicaments qui irritent l'intestin devient trop perméable. Ben oui, parce que c'est une petite lisière de cellules, hein, l'intestin. C'est pas très épais, hein. Fait que c'est facile de faire des brèches, des trous dedans. On va appeler ça l'intestin hyper perméable, donc beaucoup trop poreux. Et qu'est-ce que ça implique? Ben, les pores vont laisser rentrer des petits bouts d'aliments mal digérés, des petits bouts de bactéries. Les petits bouts de bactéries, là, notre système immunitaire est fait pour les reconnaître. Elle les reconnaître très agressivement parce que ça ne doit pas rentrer à l'intérieur un bout de bactérie. C'est une menace, hein, une menace d'infection. Fait que le système immunitaire est vraiment bien drillé, là, puis il y en a vraiment beaucoup de globules blancs à l'intestin. Fait que quand l'intestin n'est pas en santé, ben, il y a des fragments de l'intérieur, donc des bouts de bactéries, des bouts d'aliments mal digérés qui vont rentrer à l'intérieur et créer une pléthore, une cascade d'inflammation. Puis en plus, cette inflammation-là, ben, elle se met à circuler dans le sang, puis elle se met à percoler dans les jointures. Hein. Tu peux avoir, comme tu as vu dans ma présentation, tu peux même avoir des bouts de bactéries qui se retrouvent dans les jointures, qui se retrouvent aussi dans les organes atteints de maladies auto-immunes. Puis cette soupe inflammatoire-là qui circule dans notre sang peut même circuler jusqu'au cerveau. Pour expliquer, hein, les gens qui ont des troubles de concentration, de la fatigue, un brouillard mental. Fait que ça, c'est pas mal l'autre volet. Ces gens-là, eux, ont plus de l'arthrite, des maladies auto-immunes. Ça passe beaucoup par l'intestin. Tu sais que Hippocrate disait il y a 400 ans avant Jésus-Christ que toutes les maladies commençaient à l'intestin. Mais c'est le fun parce que la science aujourd'hui est en train de faire la démonstration. Ça explose hein, depuis les années 2020. Là. En fait, ça fait quand même une bonne 15-20 ans qu'on s'intéresse
au gut-brain axis, donc l'axe entre l'intestin puis le cerveau, mais l'axe entre l'intestin puis le système immunitaire. Et tout ça, ça fait depuis 10 ans, là, il y a de plus en plus d'études qui prouvent ce que Hippocrate disait il y a 2400 ans. Donc, très, très fascinant. Donc, je le répète, les deux grands volets, c'est j'ai plus de douleur parce que j'ai une mauvaise santé métabolique et j'ai plus de douleur parce que je laisse rentrer des phénomènes inflammatoires via mon intestin parce que mon intestin est pas en santé à cause de ce que je mets dedans, mais aussi à cause des habitudes de vie. Je sais pas si c'est le bon moment peut-être pour détailler l'impact des habitudes de vie sur l'intestin. Certainement, je m'en allais dire ça. Je m'en allais dire qu'est-ce qui affecte l'intestin après ça? Ben, les fameuses habitudes de vie qu'on martèle. Je vais dire ça comme ça, du moins sur le podcast, j'en parle tout le temps. Mais ô combien, on a parlé de la prévention, qu'est-ce qui vient jouer? Fait que oui, vas-y, je trouve que c'est un super bon temps. Je vais te dire d'entrée de jeu que la modification des habitudes de vie qui a le plus d'impact sur mes maladies douloureuses, c'est clairement l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'intestin, le microbiote intestinal, toute la capacité à bien digérer, à sécréter des sucs digestifs, à avoir une bonne motilité de l'intestin, tout ça, puis l'équilibre du microbiote est impacté par pas seulement l'alimentation, mais la qualité du sommeil, la quantité de sommeil qu'on s'accorde. Hey, saviez-vous ça que l'intestin se restaure la nuit? Le microbiote intestinal se rééquilibre la nuit. À toutes les 90 minutes, il y a une espèce de vague. Quand on dort la nuit, il y a une vague de contraction qui envoie les bactéries vers la sortie. Il y en a plusieurs que, quand leur intestin fonctionne bien, ils font leur premier numéro 2 du matin, la première selle le matin. Ben, c'est à cause de cette vague de contraction-là qu'on appelle le migrating motor complexe, donc le complexe de migration, complexe moteur de migration. Fait que la nuit, quand on s'accorde suffisamment de sommeil puis qu'on a un bon sommeil, ben l'intestin se restaure. Fait que quoi d'autre à part ça? Le stress, les émotions, quand on vit trop d'émotions, ben il y a une diminution de la qualité de la digestion, une diminution de la sécrétion des sucs gastriques, de l'acidité. Tu sais, des gens qui disent qu'ils ont mal à l'estomac, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont trop d'acidité, des fois c'est parce qu'ils en manquent. Puis dans ce temps-là, ça diminue la qualité de la digestion. Fait que là, c'est les bactéries qui vont digérer votre alimentation à votre place. Peut-être pas nécessairement tout le temps une bonne chose. Puis l'intestin va moins bien bouger, moins bien se contracter. Donc, le stress. Puis j'imagine que tu as entendu parler aussi de l'activité physique. L'activité physique, quand on en fait pas assez ou quand on en fait trop, va avoir un impact néfaste sur l'équilibre du microbiote. Okay. Donc, ça a été bien démontré par la science. Là, l'exercice vient améliorer le microbiote intestinal. Mais là, trop plein d'exercices, ça, c'est rare que ça affecte les gens. En général, c'est les marathoniens, c'est les gens qui font du triathlon, des sports de longue durée, qui vont dévier tellement la circulation sanguine vers leur cerveau puis leurs muscles que l'intestin en manque. Manque de sang, manque de nutriments, manque d'oxygène. Ils vont souffrir au long cours, mais ça, c'est peut-être pas disons, ce qui menace le plus notre clientèle en rhumato, entre autres. Mais ce sont tous des facteurs qui viennent influencer l'intestin. Il y a d'autres facteurs, mais je ne rentrerai pas dans le fin sujet. Mais je dirais vraiment qu'en clinique, l'intervention alimentaire, les changements alimentaires, c'est ce qui va avoir le plus d'impact, le plus de bénéfices. Je donne un exemple. Quelqu'un dort pas bien, a une maladie auto-immune, si je fais juste lui donner des pilules puis traiter son sommeil, il va continuer à avoir de l'arthrite pareil. Et si je change son alimentation, là, je peux voir des bénéfices importants. Fait que vraiment, l'alimentation, c'est ce qui va avoir le plus grand impact, disons, sur mes maladies douloureuses rhumatismales. Ben, puis j'ai le goût de dire probablement au long cours aussi, dans le sens où si la personne peut faire des changements durables, ou si quelqu'un fait des bons changements, comme tu l'as dit, au niveau alimentaire, mais dort vraiment pas bien, puis j'imagine que, en fait, je vais parler pour ma part, mais c'est ça l'art aussi d'un praticien, d'aller voir où sont les lacunes de l'individu que j'ai devant moi. Et des fois, qu'il aurait peut-être dit comme, oui, moi je mange parfaitement, etc. Puis tu regardes ça, puis c'est comme, oui, ça fait du sens, mais finalement,
peut-être sa gestion de stress ou peut-être que justement d'aller travailler avec justement un volet plus de counseling, de psychothérapie ou de ci ou de ça, va l'aider beaucoup plus que son alimentation dans ce cas-là. Et un autre, ça va être comme, OK, non, faut qu'on retourne à la planche à dessiner avec l'alimentation, puis voici où semblent être les lacunes ou choses à améliorer. C'est ça qui doit devenir intéressant aussi de ton côté, surtout avec des cas complexes, là, avec plusieurs médications. Là, ouais. Ah oui, mais j'aime ça, ton intervention, parce que là, je mets de l'emphase sur l'alimentation, mais en effet, pour d'autres personnes, et puis j'ai eu quelques cas comme ça où on a vraiment changé bout à bout l'alimentation. On a fait faire une alimentation très pure, très stricte, puis ça améliorait pas tant que ça. Et puis quand on creusait davantage pour une de mes patientes, entre autres, ben écoute, elle était pas satisfaite au travail, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de conflits avec les gens avec qui elle travaillait, puis même si elle faisait tout exactement, elle prenait des nutriments, blabla, ben ça fonctionnait pas. Et puis aujourd'hui, elle est en complète rémission avec un seul traitement d'arthrite. Wow. Et puis, elle continue quand même à bien manger, mais là, ça lui a permis de réexpandre son alimentation, d'être plus variée, d'être plus sociable aussi par rapport à l'alimentation. Et puis, de libérer un peu d'espace, temps, énergie dans sa... Ça peut être très contraignant hein, de vouloir se traiter juste avec l'alimentation. Mais dans son et créer cas, du stress en soi, dans un sens, tu l'as bien dit, d'un point de vue psychosocial. Ça créait un stress en plus. Donc, ça allait pas bien son travail. Puis, le fait de s'alimenter comme ça créait un stress supplémentaire. Fait qu'on y arrivait pas. Et j'aime pouvoir parler d'un cas comme ça parce que je veux pas que les gens pensent que c'est une sinecure, que je vais changer mon alimentation et tout va aller pour le mieux. C'est pas toujours le cas. Il y a d'autres facteurs à s'intéresser. Non, effectivement. Puis, tu sais, tu parlais des travaux de Mme Lagacé tantôt que je salue d'ailleurs, Mme Lagacé, qui a fait des super livres, qui a amené justement un message à une grande portion de population qui était un petit peu, justement, soit sans aide, sans ressources. Et j'ai beaucoup de gens, parce que, bon, elle a parlé de la kinésiologie appliquée dans son livre et d'une certaine approche, là, bref, en chiropratique. Et il y a des gens, des fois, qui venaient me voir, puis qu'il y avait une fixation sur quel aliment enlever, etc. Et il y a un gros travail, ce que je me suis rendu compte, il y a un gros travail. Ça a son bon, là, on s'entend. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de gens que ça change leur vie. Mais souvent, le petit troubleshooting additionnel qui restait, ou les gens qui avaient peu ou pas d'amélioration juste en se fixant sur l'alimentation, souvent, il était comme, hey, j'aimerais ça trouver l'aliment là, qui m'échappe ou autre, mais ça, c'est des fois un piège, je dirais, puis ça peut créer plus de stress, et on en a parlé tantôt, le stress va affecter et là, ben, on se trouve dans une boucle, un cercle vicieux, on va dire ça comme ça. Fait que c'est d'où l'importance, c'est ça un peu le message que je veux mettre ici, là, d'élargir la vision du praticien et des gens qui nous écoutent, qui sont en quête un peu par rapport à leur santé, de comprendre que oui, l'alimentation est une grosse base, mais aussi tous les autres aspects. Et quand on a fait des gros changements qui ne semblent pas avoir, avec un professionnel bien évidemment, qui ne semblent pas avoir de changements, de penser qu'il y a peut-être d'autres sphères. Votre sommeil, des fois on pense qu'on dort bien, mais finalement soit on le mesure ou on se rend compte que on dort pas si bien que ça ou pas aussi profondément, ou des fois ça peut être certaines sphères, travail, relationnel, familial, peu importe, qui nous drainent plus ou nous stressent plus qu'on pourrait le penser. Donc voilà, parenthèse là. Je pense que le deuxième facteur le plus important aujourd'hui, en 2023, dans la société dans laquelle on est, je dirais, là, j'oserais, j'ai hâte de voir si tu es d'accord avec moi, je dirais le stress. Oui. Le stress sous toutes ses formes. J'ai l'impression que c'est la deuxième plaie de la société, là. Il y a le stress. Les gens, quand on dit stress, ils pensent tout le temps, moi, je suis pas stressé. ou ils s'en doutent pas, c'est subconscient. Et où le stress, quand on parle de stress, c'est un terme physique, en fait, physique. Physique. Il y a du stress mécanique, il y a du stress thermique, il y a du stress électromagnétique, il y a du stress biochimique, bien évidemment. On a parlé de tous ces débalancements-là. Mais un débalancement du microbiote, ben, ça crée du stress physiologique. Trop s'entraîner, tu en as parlé tantôt, ben, peut créer, ou versus pas assez se reposer, crée du stress métabolique également. Fait que quand on parle de stress, on parle pas juste de stress, je suis tout le temps stressé, non? C'est pas nécessairement ça. Ça peut assurément jouer. On s'entend, le 21e siècle, je
peux être sur mon écran à minuit le soir, puis parler à quelqu'un dans un autre pays. Ça amène plein de belles choses, mais on est tout le temps sur en anglais, ils appellent ça je vais le dire en français, des stresseurs de bas niveau. Mais cette cumulation-là de tous ces petits 0,5%, Chronique, s'il y en hein? a 1000, ben on déborde, là. C'est ça, si c'est Versus soutenu, avant, hein? exact, où tu allumes la télé, puis whoop, telle nouvelle, telle mauvaise nouvelle. Fait que c'est pas long qu'on peut être bombardé. Je me lève le matin, puis whoop, 3 emails qui viennent de rentrer. Ça paraît pas, je l'ai dans... OK, je continue à faire mes affaires, je fais à déjeuner à toute la famille, etc. Mais finalement, c'est quand même dans le derrière de mon esprit de comme, hey, j'ai 3 courriels à répondre parce que si j'oublie ça, là, ma journée va pas bien aller, blablabla. Fait que c'est très insidieux, ce type de stresseur-là que la technologie amène et que le rythme de vie effréné du 21e siècle amène. C'est plein de belles choses, on s'entend, je le répète. Mais c'est à ne pas négliger. Puis surtout sur un effet cumulatif. Cumulatif et chronique soutenu, hein? C'est comme tenir un verre d'eau à moitié plein, comme tu le fais en ce moment. Pendant 5 minutes, ça va, mais pendant 5 heures, ça peut générer un stress important. Et c'est la même chose pour tous les petits éléments, les petits stresseurs de la vie, y compris les écrans bleus, ce qui coupe la sécrétion de la mélatonine. Bref, on pourrait en parler longtemps, hein, de ça aussi. Ben, puis en voyant tous ces facteurs-là, tu sais, les gens qui nous écoutent peuvent bien comprendre aussi la pertinence de travailler avec un professionnel qui va pouvoir aussi nous guider vers, OK, voici, tu sais, parce que toutes ces choses-là, si on commence à partir dans une lecture, c'est le fun, là, aller vous renseigner, aller lire là-dessus, je suis all about expérimenter sur soi, puis aller lire, puis s'éduquer, mais ça peut devenir justement un peu étourdissant à quel point il y a plein de trucs. C'est facile de faire comme, voici, la lumière bleue, c'est la source de tous mes problèmes. Voici, le gluten, c'est la source de tous mes problèmes. 3 petits points. T'sais. Fait que c'est d'aller voir justement si on est aux prises avec une problématique qui affecte notre santé, notre qualité de vie, un professionnel qui aura les outils pour pouvoir vous guider vers, OK, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent m'affecter, mais où est-ce que je commence? Où est-ce qu'il y a le gros morceau qui va rendre les autres aspects peut-être un petit peu plus secondaires? T'sais? Oui, parce que des fois, c'est ce gros morceau-là qui va permettre de mettre en place, qui va te donner l'énergie, qui va créer l'espace pour implémenter, en tout cas, intégrer les autres changements d'habitude de vie. Fait que quelqu'un qui est fatigué, qui dort pas bien, qui a mal partout, comment il peut faire pour se mettre à bouger puis faire d'exercice quand il manque d'énergie puis il manque d'espace pour faire ça dans sa vie? Ben, des fois, juste de changer l'alimentation, tout à coup, ils ont moins mal à cause de ça, ils dorment mieux. Coudonc, là, je pense que je vais être capable de me mettre à faire un peu plus d'exercice. Puis là, ça va être un effet de boucle, de cercle vicieux positif, si on veut, une boucle de rétroaction positive. Fait que faut trouver c'est quoi, hein. Puis c'est pas toujours évident de mettre le doigt sur le nerf de la guerre, le vrai bobo sur lequel il faut s'attaquer en premier, qui va créer de l'énergie et de l'espace pour intégrer le reste. Là. Exact. Puis de le faire comprendre, je dirais même aux patients, puis d'y aller une étape à la fois, parce que je répète tout le temps ça, mais de s'éparpiller partout, de se pitcher partout, c'est la meilleure façon d'arriver nulle part, versus focuser sur ancrer. Puis c'est souvent des habitudes, hein, puis je le parle souvent dans les podcasts, mais une habitude, c'est difficile à changer, puis même je parle pour moi-même dans ma vie au quotidien. On est des créatures d'habitude, mais d'en défaire une pour en créer un autre, des fois, c'est comme ouf! Fait que tu sais, des fois, moi, il y a eu longtemps dans ma vie de me coucher à telle heure, je trouvais ça vraiment difficile, malgré que mon alimentation était super bonne, etc. Là, avec un bébé, j'étais un peu plus forcé à me coucher un peu plus de bonne heure, mais quand même, tu sais. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui part de loin puis qui arrive avec une condition auto-immune inflammatoire puis qui joue sur son énergie, sur sa force mentale ou sa clarté d'esprit, sur sa fatigue. Fait que c'est facile de vouloir dire, OK, mange ci, couche-toi à telle heure, fais ci, fais ça. Puis c'est comme, attends une minute, par où est-ce que je commence, tu sais? Puis d'avoir la patience derrière tout ça, tu sais. Fait que moi, en clinique, Maxime, j'ai 2 genres de patients qui ont de la douleur. Hein. Je te parlais des 2 grands volets. Tu sais, quand on approche quelqu'un avec une approche de médecine fonctionnelle, des fois, on va dire, OK, on va y aller lentement, mais doucement pour que les changements soient durables. J'ai quand même un message à passer parce que j'ai une partie de ma clientèle qui est très inflammatoire, très auto-immune. Ces gens-là, ils sont petits, ils sont pas obèses, ils font attention, mais ils sont très malades, ils sont très inflammatoires. Il y a beaucoup d'anticorps auto-immuns dans leur sang.
Ceux-là, ben, le message que j'ai à dire, puis je veux pas rendre tout le monde dingue, là, c'est que souvent, c'est ceux-là, c'est ce groupe-là qui ont besoin de faire les changements les plus draconiens, l'impact. Parce que le danger d'y aller lentement, progressivement, ça, je voulais passer ça comme message, c'est de pas voir le bénéfice assez rapidement, puis se décourager, puis d'abandonner. Fait que ceux-là sont typés. Je les vois en clinique. C'est ceux-là qui ont besoin de faire le plus d'élimination dans leur alimentation. J'aime faire l'analogie suivante. Tu sais, tu parlais, bon, c'est quoi l'aliment que je dois enlever? Des fois, là, c'est beaucoup d'aliments au départ. Tous les aliments inflammatoires. Puis l'analogie la plus euh, facile à comprendre, c'est que tu es assis sur 20 punaises, OK? Puis je t'en enlève juste une à la fois. Quand est-ce que tu vas sentir le bénéfice? Ça va être long. Puis ça va être décourageant. Puis tu vas avoir mal tout le long. Fait que des fois, c'est plus facile d'enlever les 20 punaises en même temps. Et puis là, oh, ça guérit. Là, tu sens le bénéfice. Puis une fois que tu as senti le bénéfice, moi, j'appelle ça en clinique faire tableau blanc. Fait que ces 20 punaises-là, ça peut être, je ne veux pas faire peur à personne, là, mais ça, on appelle ça une diète d'élimination. Ça peut être, oui, le gluten, le sucre, l'alcool, les produits laitiers. Mais après ça, les solanacées, qui sont les tomates, patates, poivrons, aubergines, les œufs, parce qu'il y a des protéines inflammatoires dans les œufs. Les graines, parce que les graines sont indigestes et créent des irritations du système digestif. Les noix, fait que, tu sais, même le poivre. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup d'aliments à enlever au départ. Puis quand on est bien coaché par une nutritionniste qui connaît ça ou un coach qui connaît ça, les gens vont compenser avec des aliments qu'ils connaissaient pas ou des aliments très denses en nutriments, à nommer, exemple, les fruits de mer. On va rajouter plein, plein de légumes. On va s'arranger pour que l'alimentation soit la plus dense et la plus nutritive possible, malgré tout ce qu'on vient d'enlever. Et puis là, les gens vont avoir un double bénéfice, c'est-à-dire qu'on va avoir enlevé les 20 punaises, le tube digestif va se mettre à mieux digérer, mieux absorber les nutriments. Et en plus, la nutrition va être dense, dense, dense en nutriments, là, très riche en micronutriments. Et là, ils vont récupérer plus vite. Puis là, à ce moment-là, on va être capable de réintégrer les aliments que j'ai mentionnés dans un ordre du moins à risque de créer de l'inflammation au plus à risque. Des fois, c'est un processus qui peut prendre 6 mois, hein, qui peut prendre 9 mois, mais ô combien payant. Et puis là, on peut entendre, oh, écoute, finalement, là, Maxime, moi, c'était le chocolat, le café, puis le gluten qui me faisait pas. Et puis là, pour ça, tu peux manger tout le reste. Tu as réintroduit C'est ça. les œufs, tu as réintroduit les noix, tu as réintroduit les graines, tu as réintroduit les légumineuses, et là, tu es content. Puis tu peux avoir un contrôle de ta maladie. Fait que ça, c'est l'aspect des maladies plus ils sont malades, plus ils sont inflammatoires, plus ils ont une maladie auto-immune, plus ils ont beaucoup d'auto-anticorps dans le sang. Puis ceux-là ceux-là à qui je dis ça, ils se reconnaissent, là. Puis tu as l'autre volet où tu peux très bien dire à l'aide d'un coach, ben toi, tu as un problème de douleur, de fibromyalgie, tu as de l'arthrose, tu as un surplus de poids, tu es résistant à l'insuline, ou t'es pas diabétique, mais tu es sur le bord de. Dès que les gens ont surtout un surplus de poids avec un dérèglement de la santé métabolique, ceux-là, ça va être plus payant de baisser les glucides. Puis, effectivement, eux autres, ils peuvent faire du OK, 80% du temps, je vais être strict ou je vais faire bien les choses. C'est toute la semaine, je fais bien les choses. Puis la fin de semaine, 20% du temps, je vais pouvoir me payer, me faire plaisir, me gâter un petit peu. Mais au moins, mon 80%, je vais le suivre. Les autres, ils vont baisser les glucides. Puis là, tu vas voir que leur santé métabolique s'améliore. Les autres, c'est encourageant parce qu'ils vont répondre plus vite. C'est moins draconien. Ils perdent du poids en même temps. Ils ont moins de douleur. Puis eux autres, là, quand ils vont se faire plaisir la fin de semaine, ils vont se sentir un peu croche. Ils vont dire, ouais, je le vois, là, pourquoi? Mais mon autre gang, qui sont très auto-immunes, qu'il faut qu'ils fassent leur diète d'élimination, eux autres, ils peuvent pas tricher avant d'être le plus amélioré possible. Fait que les deux volets vont améliorer les douleurs dans les deux cas, mais je vais faire adopter une approche plus faible en glucides chez les gens qui ont un syndrome métabolique, qui sont obèses, puis je vais faire une diète d'élimination pour viser surtout l'intestin et la densification des nutriments à ceux qui sont plus malades, plus inflammatoires, plus arthritiques, plus auto-immuns.
sais pas si ça dépeint assez bien comment j'approche les Vraiment bien. choses en clinique. Genre, ouais, je trouve ça vraiment bien. Puis ça me fait penser aussi un petit peu, tu sais, par rapport justement à est-ce que tu as des collègues justement qui connaissent un peu ta pratique ou justement, est-ce que tu t'en parles un peu de ça? Est-ce que justement tu fais de l'éducation à travers les collègues et tout? Est-ce que tes résultats sont assez intéressants pour qu'il y ait des gens d'autres rhumatologues qui s'intéressent à ça ou je serais curieux de savoir justement comment que c'est vu là, justement en rhumatologie au Québec, on va dire ça comme ça. Ah, moi, je suis très motivée puis encouragée par les nouvelles vagues de jeunes qui sont gradués. Et il faut, croyez-moi, là, il y a du bon monde en médecine. Il y a des gens ouverts qui ont juste besoin qu'on leur dise, écoutez, regardez, il y a des fondements, là, même si tout n'est pas prouvé, regardez pourquoi ça fait du sens. Hein? Moi, quand je fais des conférences, j'explique là, la science fondamentale en dessous, puis c'est là que les médecins font ah oui, 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 je comprends, là, il y a vraiment de quoi là-dedans, puis OK, fait que c'est pas dans la tête du patient. Non, ça marche vraiment. Ça marche vraiment en clinique. J'ai eu la chance, Maxime, écoute, j'essaie de calculer, ça doit faire 5 ans de ça, d'avoir une bourse de formation par ma propre association des médecins rhumatologues du Québec qui m'ont Wow. accordé une bonne bourse d'études. Et le but de cette bourse d'études-là, c'est de servir de courroie de transmission de l'information par après. Donc, cette bourse-là, je l'ai utilisée pour aller aux États-Unis, aller me former. Et le but de ça, c'était de passer au suivant, le suivant étant mes collègues rhumatologues. Donc, au retour de la pandémie, mais c'était prévu avant la pandémie, mais avec la pandémie, tout a été mis sur le hold. Au retour de la pandémie, j'ai fait une série de 2 conférences différentes, une qui était plus sur la science fondamentale, puis une plus sur les approches alimentaires à mes collègues rhumatologues à travers le Québec. Il y a des gens qui étaient déjà ouverts à ça et ça rejoint, disons, plus de rhumatologues depuis ce temps-là. Puis j'ai plus de références maintenant où les rhumatologues eux-mêmes vont référer à des coachs ou des nutritionnistes qui sont un petit peu plus à l'aise avec ces approches-là. Je Très dirais cool. que c'est une victoire juste de dire aux patients, écoute, non, c'est pas dans votre tête. Là, finalement, je change mon fusil d'épaule, puis je vous ai dit ça il y a 1 an, mais finalement, oui, si vous enlevez le gluten, le sucre, puis l'alcool, vous avez des chances que ça améliore. En tout cas, vous avez rien à perdre, faites-le. T'sais. Le discours est en train de changer, Maxime, puis ça, je pense que c'est important, c'est encourageant, puis c'est le début d'une mini-révolution. Ben écoute, je pense, J'aimerais puis comme ça. j'ai dit, tout le monde est gagnant, autant justement bon, les praticiens qui des fois vont avoir des plus beaux résultats dans leur pratique, mais aussi les patients qui s'en retrouvent plus épanouis sur leurs symptômes, mais comme on l'a nommé tantôt, sur une panoplie d'autres symptômes qui n'étaient pas au courant ou qui étaient secondaires, sur leur qualité de vie, point, mais aussi notre fameux système qui est surchargé, on va se le dire, par les Oui. maladies chroniques, dont une grosse proportion sont en lien avec l'inflammation et les fameuses habitudes de vie. Ça fait un peu ça boucle la boucle là-dessus, mais Oui. je pense Ça vraiment. répond à un besoin, vraiment. Ce besoin-là, il vient souvent du patient hein, qui demande au docteur, dit, coudonc, docteur, moi, je peux faire quoi de mon côté de plus pour m'aider? J'aime beaucoup le mot en anglais, le empowerment. Mhm. En puissancement, c'est moins sexy. J'aime bien Ouais. encore dire empowerment. C'est qu'est-ce que je peux faire moi? Puis souvent la question est mal posée. Là, le patient va dire qu'est-ce que je peux manger, docteur, moi, pour m'aider? En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'est-ce que je peux enlever de mon alimentation qui me nuit? Fait que j'apprends au docteur de dire dites-leur pas qu'est-ce qu'ils peuvent manger de plus. Là. Oui, ils peuvent bien ajouter du curcuma puis du gingembre, mais s'ils continuent à manger des chips, du sucre puis de l'alcool, ils n'arriveront rien avec leur petit curcuma. Il faut surtout enlever ce qui agresse le système d'abord, puis de penser à densifier la nutrition aussi en second lieu. Mais forcément, si tu débarrasses tout ce qui est transformé de ton alimentation, il faut que tu le remplaces avec des aliments non transformés et c'est toujours, toujours payant. Fait que s'il y a un message que je peux passer, c'est vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances comme j'en ai pour commencer sur vous-même si vous avez des douleurs. Si vous lisez les ingrédients, puis il y a plein d'ingrédients, c'est que c'est un aliment transformé. Plus vous mangez comme l'aliment, vous mangez l'aliment comme il se retrouve dans la nature, vous faites pas d'erreur. Juste ça.
Un œuf, c'est fait de même dans la nature. La viande, c'est fait de même dans la nature. Des légumes, des fruits. Déjà, en partant, vous ne faites pas d'erreur. C'est tout ce que vous mangez est exactement comme vous le retrouvez dans la nature. Fait que ça ne prend pas des grandes connaissances pour appliquer ça. Et ça Exactement. va Le moins toujours transformé être possible. Oui, ça va Ouais. toujours être plus dense en nutriments. Ils manqueront de rien. Vous manquerez de rien si vous ne mangez pas votre tranche de pain, OK? Mais si vous allez remplacer avec d'autres choses. Puis elle va être encore plus nutritive, cette autre chose-là. Exact. Moins il y a besoin d'avoir une liste d'ingrédients sur l'aliment, moins tu te trompes. C'est Puis, en plein ça. je trouve ça super bon, ce message-là. Je m'étais écrit une petite note justement vers la fin s'il y avait une chose à retenir pour les auditeurs, je crois que tu l'as bien nommé Ça. là-dessus. Puis moi, je ferais du pouce sur ton volet d'empowerment. On va le garder en anglais, comme tu dis. Puis notre rôle de docteur, ça veut dire d'enseigner également. Puis je pense que c'est notre mandat un petit peu de passer des messages comme ça pour que les gens puissent justement se réapproprier justement leur santé puis de comprendre que s'ils sont aux prises avec des conditions rhumatologiques ou des douleurs chroniques, il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent faire puis ça passe souvent par l'optimisation de certaines habitudes de vie, dont oui, l'alimentation, on en a parlé, le sommeil et tous les autres facteurs qui peuvent affecter avec le stress, et d'où la pertinence de consulter votre professionnel de la santé qui a ces outils-là pour pouvoir vous aider, vous guider dans ce processus-là. Tu l'as bien nommé aussi, il y a des processus qui sont longs. C'est pas une course, c'est un marathon, puis souvent, c'est justement de faire ce processus-là de façon avec un coach qui va pouvoir vous accompagner à travers le volet de changement d'habitude, puis de cibler quelles habitudes sont les priorités. Puis à partir de là, d'avoir la patience de faire ce processus-là, mais de comprendre que, tu l'as bien dit, c'est payant pour vous sur vos symptômes, une panoplie d'autres facettes de votre santé et de votre épanouissement, de votre mieux-être au quotidien. J'adore. Oui. Oui, moi aussi, j'adore. On s'entend bien, je pense. Oui, exact. Écoute, je trouve que ça a été une super conversation, là. Puis je te dirais, en conclusion, un petit peu, si les gens veulent justement avoir même plus d'informations là-dessus, ou est-ce que tu as des ateliers que tu recommandes, des lectures ou des ressources quelconques que tu peux diriger les gens vers, ou de juste simplement venir au congrès de santé intégrative pour les professionnels de la santé, ça peut être intéressant aussi pour eux. Ça, c'est un bon point. Le congrès de la santé intégrative, ça permet de ne pas discuter seulement que des changements alimentaires, mais de tous les autres changements d'habitudes de vie, toutes les facettes de l'humain, comment l'améliorer. Il y a des petites capsules que j'ai faites avec la plateforme Humain 360. Ça peut être intéressant, où je parle de qu'est-ce que c'est que l'arthrite rhumatoïde, qu'est-ce que c'est que la spondylite ankylosante, le lupus, l'arthrose, la fibromyalgie. Et j'amène des solutions de réponse aussi avec les changements d'habitude de vie. Des ressources, il y en a des ressources web, Maxime. Je ne sais pas si dans ton podcast, en dessous, à l'écrit, on peut donner certaines ressources. Oui, c'est ça, c'est des notes de bas d'épisode qu'on appelle. Je vais tout écrire ça, Humain 360 et capsules, c'est sûr que je mets ça. C'est pour ça que je te dis, s'il y a des trucs, je vais tout pouvoir les mettre dans les show notes. Alors, on s'efforce de donner des ressources en français autant que possible, mais il faut savoir que la majorité des ressources sont en anglais. Il y a le site pour les gens qui sont très atteints d'une maladie auto-immune, très inflammatoire. Il y a le site web qu'on appelle Bien-être auto-immune. C'est fait par des coachs francophones en alimentation paléo auto-immune. C'est la fameuse diète d'élimination que j'énumérais tout à l'heure. Donc, une amorce d'informations sur le grand principe, mais aussi des ressources, des recettes, où trouver les coachs, des lectures. Fait que ce site web-là est bien fait, c'est sans but lucratif, bien-être auto-immune. Je pourrais peut-être te donner la ressource. J'aime bien puis je veux pas faire moi j'ai aucune part dans aucune compagnie, je fais pas d'argent avec rien sauf avec le futur livre que je vais écrire, que je suis en train d'écrire. Mais il y a le site web soscuisine.com. Je l'aime beaucoup parce que ce site web-là, pour une modique somme mensuelle, les gens peuvent avoir un plan menu complet. Donc, low brainer, pas compliqué. Ouais. Vous décidez de faire une approche faible en glucides, qu'on appelle LCHF, donc pour renverser mon obésité, mon prédiabète, mon diabète. Et vous choisissez ce plan menu-là et ça vous donne
les recettes pour 3 repas par jour pour toute la semaine en tenant compte des spéciaux dans les supermarchés. Dieu sait que la nourriture est de plus en plus chère. Donc, ça va vous donner le plan menu en fonction des aliments qui sont en spécial. Tu sais, on sauve un peu des sous, mais surtout, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous faites juste exécuter ce plan menu-là, puis c'est extraordinaire. Alors, les plans menus sont différents. Il y a faible en glucides, il y a méditerranéenne, il y a faible en FODMAP, puis il y a aussi l'approche, là, Jacqueline Lagacé, l'approche inflammatoire, faible en inflammation, qu'on dit hypotoxique. Ben, ils sont tous là, les plans menus. Sans gluten, c'est là aussi pour les maladies cœliaques. Fait que ça peut être intéressant, soscuisine.com. J'aime beaucoup le site web dietdoctor.com. Ce site web-là, c'est en anglais, mais c'est une approche très faible ou très faible en glucides, mais c'est qu'il y a des centaines de recettes accessibles gratuitement. Et beaucoup d'informations, beaucoup d'instructions, beaucoup de comment ça marche, pourquoi on le fait, c'est quoi les hormones. Beaucoup d'informations gratuites. Puis sinon, on peut s'abonner pour une modique somme à des plans menus pour renverser. Et ce site web-là, ça serait bon pour obésité, fibromyalgie, diabète, tous les problèmes de syndrome métabolique. Honnêtement, Maxime, n'importe qui a de la douleur, de l'inflammation, les approches très faibles en glucides fonctionnent aussi. Vous faites pas d'erreur. Vous en essayez une, ça marche pas, essayez l'autre. Exact. Et donnez-vous du temps aussi. Ouais. Peu importe, essayez quelque chose, donnez-vous du temps aussi. C'est ça. Quoi dire d'autres ressources? Ben, écoutez, il y a des coachs au Québec. Exemple, Gabrielle Sanson, qui est une coach qui a un site web avec beaucoup de cours et elle a vraiment de très bonnes informations, des recettes, des blogs, des podcasts. Gabrielle Sanson accompagne les gens dans une approche hypotoxique, anti-auto-immune également. Je pense que quand on cherche, on trouve des bonnes ressources. Je manque d'idées, là, puis je veux pas trop mousser. Non, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, j'ai enregistré un épisode aussi avec Dr. Evelyne Bourdieu-Roy qui a écrit plusieurs livres aussi sur l'alimentation, dont, entre autres faible en glucides, le jeûne, et qui parle beaucoup justement, son mandat aussi dans son livre, c'était un peu d'éduquer les gens et de semer des graines. Fait qu'elle parle beaucoup aussi de justement le volet métabolique et beaucoup dans le syndrome métabolique. Qu'est-ce qui fait quoi? Les hormones, revenir aux bases et le comment du pourquoi. Donc ça, c'est super. Ils sont disponibles un peu partout, ces livres, chez Costco, Amazon et compagnie. Vous pouvez regarder ça, Dr. Evelyne Bourdieu-Roy. Mais moi, ce que je suis curieux, parlant de livres, justement, ton livre, si je peux faire une petite boucle vers la conclusion d'ailleurs, là, mais ton livre, ça va porter sur quoi? Il est dû pour quand? Je suis vraiment curieux d'en savoir un petit peu plus là-dessus. OK. si c'est possible, si ça demeure encore un secret, il n'y a aucun problème. Là, non, c'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est juste que quand j'en parle, ça met de la pression sur mon échéancier. Puis faut que j'y arrive. Je continue à travailler à temps plein, Maxime. Ma job, moi, c'est de faire de la clinique 100% du temps. Fait que quand est-ce que j'écris ça? Le soir, la fin de semaine, faut que je prenne du temps off. C'est un défi pour moi, ce travail-là. Evelyne Bourdieu-Roy, c'est une ancienne linguiste. Que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or en termes de livres. Hey Maxime, peux-tu me permettre de faire une petite encore? J'aimerais ça juste spécifier que maintenant, on n'utilise plus le terme de diète cétogène ou la diète keto. On essaie d'enlever ça de notre jargon parce que c'est associé à beaucoup de... c'est mal vu de dire ça. Puis de toute façon, on n'a plus besoin d'amener les gens en diète cétogène pour avoir des bénéfices, bien que parfois on l'utilise de façon thérapeutique, nutritionnelle. Je voulais simplement dire que maintenant, on utilise le terme faible en glucides ou même, on va appeler ça diète méditerranéenne faible en glucides. Fait que ça nous évite les jugements qui viendraient des autres professionnels. Les idées préconçues, exact. Les idées préconçues. Donc voyez-vous, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Faible en glucides ou diète méditerranéenne faible en glucides. Alors, mon livre, si on peut terminer avec ça, c'est une commande que j'ai eue de la maison d'édition Goélette qui a compris que le momentum est présent pour parler puis brasser les idées au sujet de la douleur, de la maladie auto-immune inflammatoire et l'intestin
et la santé métabolique. Donc, le titre n'est pas encore décidé, mais le livre va porter sur ce que tu as vu en conférence, dans le fond. Je parle de qu'est-ce que moi je traite en clinique et le lien avec le microbiote intestinal, la perméabilité intestinale, l'alimentation. C'est quoi les substances, c'est quoi les aliments qui créent le dérèglement du microbiote intestinal, puis la trop grande perméabilité intestinale, puis l'inflammation systémique, puis la maladie auto-immune, et tout le volet aussi métabolique. Comment les gens qui ont un problème d'obésité puis de syndrome métabolique ont plus de douleurs et pourquoi. Puis, évidemment, je vais tenter de donner des pistes d'approche alimentaire et pourquoi. Puis comment on peut s'aider, mais je veux pas tomber ni dans le dogme, ni dans le gourou. Je veux vraiment que les gens puissent acquérir de ces connaissances-là, ces informations-là pour un meilleur empowerment, comme je vais dire encore, une prise de contrôle sur leurs propres conditions. Voilà, puis c'est peut-être un livre qui va mener à d'autres livres qui pourraient aider là, avec des recettes, des plans menus, quelque chose de plus pratico-pratique. Mais ce premier volume-là devrait normalement sortir pour la rentrée scolaire 2024. Wow! Très cool. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me procurer une copie. J'ai hâte de lire ça, en fait. Je trouve que, justement, tu t'exprimes super bien et je crois pas que tu étais dans le volet ou dans l'angle du gourou et tout. Je crois que c'est très large. On comprend bien, justement, en discutant avec toi, que il n'y a pas un one size fits all. L'idée est d'amener le plus d'outils possible pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui cadre avec eux ou se reconnaître vers, hey, voici telle chose. Hey, ça, j'avais pas pensé à ça. Je pense que c'est peut-être là que je devrais justement concentrer mes efforts ou aller consulter quelqu'un qui peut me coacher par rapport à cet aspect-là. Oui, et tu sais, juste de savoir pourquoi on fait les choses. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de comprendre, mais pourquoi il faut que j'enlève le gluten? Pourquoi il faut que j'enlève les sucres? Pourquoi il faut que j'évite l'alcool? Etc. Juste de comprendre pourquoi ils font les choses, c'est plus facile de se motiver après et de garder le cap. C'est ce que je pense. Ouais. J'adore. Ben écoute, je trouve que ça clôt bien notre entrevue. Il y a certaines petites pièces, là, des petites nuggets, on va dire ça comme ça, des choses qui reviennent aussi, mais qui justement englobent bien le message qu'on voulait livrer aujourd'hui d'empowerment, de retour à qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider avec notre santé. Et c'est ça, voilà. Mais je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été ô combien enrichissant. Je suis super content que tu aies pris ton temps. Et écoute, au plaisir de se voir là, dans un événement à venir, comme d'habitude. Merci. Bonne journée. Merci.